Bonjour et bienvenue à ce 55e webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique. Il a pour objet Trajectoire socio-économique, quelle place des jeunes dans les territoires. Tout d'abord, un rapide rappel de ce qui se fait depuis 2020. Face aux transformations, la question des modèles socio-économiques se pose à tous. Et dans ce cadre, le Rameau, en partenariat avec la JEBVA, copilote un programme qui s'appelle Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général et qui s'appuie sur plus de 10 ans de retour d'expérience et de chemin collectif sur cette question des modèles socio-économiques. Ce programme, il a 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord de partager une culture commune de la diversité des modèles. Le second, c'est de permettre à chacun de se repérer et de se positionner. Et enfin, le troisième, c'est d'apprendre collectivement à piloter la complexité des trajectoires socio-économiques. Ce travail collectif, il a abouti finalement à l'émergence d'une plateforme numérique qui s'appelle la plateforme Trajectoire socio-économique, ouverte à tous et qui vous propose 15 ans de travaux collectifs pour valoriser les pratiques émergentes et développer plus globalement les compétences sur cette question des modèles socio-économiques d'intérêt général. Alors, cette connaissance capitalisée, elle est partagée régulièrement et ça fait donc depuis 2020 que des webinaires sont organisés. Donc, 54 webinaires aujourd'hui accessibles ainsi que leur synthèse, pardon. Et tout ça, vous pouvez bien sûr le retrouver sur la plateforme trajectoiresocio-économique.org. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et identifier des exemples inspirants, n'hésitez pas à vous rendre sur la base Impact Alliance qui recense une grande diversité, une grande complémentarité d'exemples. Voilà, donc tous les 3 mois, nous avons ce webinaire pour partager avec vous toute cette animation, cette connaissance sur la diversité des modèles socio-économiques. Les partenaires du webinaire ce trimestre. Nous avons déjà un partenaire au niveau national avec la Fondation RTE pour les ruralités et nous avons un partenaire plus territorial avec Cluster Jura. Merci à vous pour votre présence. Au programme aujourd'hui, un programme en 5 temps. Tout d'abord, avec le Rameau, nous aurons un point sur les avancées collectives du programme Jeunes et Territoires 2050. Dans un second temps, nous aurons la chance d'écouter la Fondation RTE pour les ruralités sur la mobilisation des jeunes en territoires ruraux, avec notamment la présentation du programme Hors Champ. Nous aurons ensuite l'illustration des dynamiques innovantes impulsées par les territoires avec Cluster Jura. Enfin, un retour sur l'actualité du trimestre des communs. Puis, nous vous dévoilerons la date de la prochaine étape. Je laisse donc la parole maintenant à Charles Benoît Etzig, président fondateur du Rameau, pour nous faire un point sur les avancées collectives du programme Jeunes et Territoires 2050. Charles Benoît, c'est à vous. Merci beaucoup, Armel. Alors, effectivement, intéressant de faire le point sur ce programme Jeunes et Territoires 2050, qui a été, rappelons-le, lancé en 2022 à l'Assemblée nationale à l'occasion de la 5e soirée pour la co-construction du bien commun, qui chaque année réunit les acteurs qui souhaitent faire converger les dynamiques des acteurs publics, privés, associatifs, vers finalement des réponses extrêmement concrètes par rapport au territoire. Et lors de cette 5e soirée à l'Assemblée nationale, a été rappelée l'importance et l'urgence de mettre les jeunes au cœur de ces transformations, puisque nous sommes en train de parler d'une démarche prospective à 2050. Et donc, bien évidemment, eh bien, qui dit prospective dit construire avec les jeunes et non pas pour les jeunes. C'est ainsi que ce programme a été initié. En 2023, il a commencé par tout un dispositif d'écoute et de mise en débat. D'abord, d'écoute les jeunes eux-mêmes avec l'étude de l'Observatoire des partenariats, la parole des jeunes en action. C'était très intéressant parce que cette parole des jeunes de 18 à 24 et de 25 à 30 ans a pu être mise en débat au moment où la France faisait sa revue volontaire de l'agenda 2030 pour inclure le regard des jeunes à la fois sur leur engagement, sur le lieu de leur engagement, et on reviendra sur la dimension territoriale, et puis
sur leur vision de l'avenir. On reviendra aussi sur ce point-là. Mais 2023 a été aussi l'occasion d'écouter la diversité des dynamiques, qu'elles viennent des politiques publiques, nationales, territoriales, des associations, des acteurs économiques, des acteurs éducatifs, bien évidemment, éducation nationale et enseignement supérieur de la recherche. Et tout ça a été mis en débat au CESE lors d'un colloque co-présidé par le président du CESE d'alors, qui était président du CESE jusqu'à hier, Thierry Baudet, pardon, puisque vous savez que depuis hier, nous avons la chance d'avoir une présidente au Conseil économique, social et environnemental qui n'est autre que Claire Tory, pardon, la présidente du mouvement associatif. Et c'était important lors de ce colloque en 2023 d'avoir à la fois le président du CESE, cet lieu d'instance de réflexion collective, avec la ministre de la Jeunesse et de la Vie associative, Prisca Thévenot, pour pouvoir écouter la parole des jeunes et pouvoir en déduire finalement notre capacité à pouvoir agir ensemble. Ça avait donné lieu à un dossier spécial de Juris Association pour montrer que dans l'engagement territorial, les jeunes étaient déjà beaucoup plus à la manœuvre que nous ne le conscientisions. En 2024, ça a été le moment de l'analyse et de la valorisation, notamment avec l'étude exploratoire Jeunes et Territoires 2050 qui a été publiée à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation à Lyon à travers le forum de l'apprendre, de la maison de l'apprendre. Et c'était très intéressant de faire ce lien qui allait du local à l'international sur cette dynamique-là. L'école de Paris a fait toute une série d'écoutes et d'auditions dans le cadre de son séminaire Économie et Sens. Et puis nous avons eu à l'occasion de la 10e rencontre des pionniers des alliances en territoire qui était sur le territoire de Paris-Est-Marne-et-Bois, un atelier dédié sur la façon dont un territoire savait s'appuyer sur finalement cette dynamique de l'engagement des jeunes pour construire avec eux les modèles. Et ce qui était très intéressant, c'est que nous avons eu plus d'une trentaine de regards croisés de territoires qui nous montraient qu'en fonction du territoire, les modalités, bien évidemment, pour engager les jeunes ne sont pas les mêmes et les attentes eux-mêmes et les aspirations des jeunes ne sont pas les mêmes. L'année dernière, nous avions plutôt été dans une logique d'outillage et d'apprentissage collectif au regard de ce qui avait été entendu depuis 2022 et notamment à travers un défi en commun de l'Observatoire des partenariats, le premier défi des 10 défis en commun qui a été modélisé l'année dernière, qui était justement sur l'éducation, notre rééducation, dans une capacité à construire ensemble un avenir en commun. Ça a été aussi la publication du kit pratique Réussir ensemble les transitions, et puis dans le cadre d'un programme européen qui s'est terminé la semaine dernière, le kit pratique Social Impact Manager. Comment est-ce qu'on peut gérer cette capacité finalement d'engagement au travers de logiques d'innovation qui sont accompagnées, y compris par les acteurs publics et économiques au plus haut niveau. Et cette année, on est réellement sur cette question de comment agir ensemble en territoire qui vraiment montre à quel point cette réalité est déjà incarnée et malheureusement trop peu valorisée. Et c'est bien ce que nous ont dit les jeunes lorsque tout au long de ce processus, ils ont été écoutés, c'est que quelque part, en synthèse, d'abord, le jouet collectif est une évidence pour eux. Pour 70% des jeunes, l'étude La parole des jeunes en action, quel que soit leur âge, avaient démontré qu'ils avaient une aspiration pour cette co-construction qui était plus importante encore que celle de leurs aînés et que quelque part, là aussi, et c'était très intéressant, ils étaient plus engagés en moyenne que leurs aînés. Les études qui avaient été menées sur nos concitoyens à l'échelle globale, à l'exception d'une chose, la consommation, sur laquelle ils étaient un peu moins engagés, mais sur tous les autres leviers, finalement, notre jeunesse est une jeunesse engagée, contrairement à ce que certains veulent bien nous laisser penser, mais c'est là où c'est très important d'avoir des études représentatives, non seulement à la diversité des profils des jeunes, mais aussi à la diversité des
territoire dans lequel ils sont implantés. Parce que, et c'est l'objet de l'Observatoire des partenariats, c'est bien une double représentation, c'est à la fois la cible, mais aussi les territoires d'implantation. Parce que bien évidemment, et ça c'était très fortement ressorti dans l'étude, les aspirations, les modes d'engagement des jeunes d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, ne sont absolument pas les mêmes. Et si ces études n'ont pu être faites qu'à l'échelle métropolitaine, nous avons eu l'occasion, notamment par un cahier de recherche que nous avons mené à La Réunion avec l'Observatoire des partenariats, de montrer à quel point le poids finalement du territoire est une dynamique extrêmement importante. L'engagement des jeunes demande trois conditions. D'abord, c'est de construire avec eux et d'agir avec eux, au-delà des mots. Et presque de commencer par l'action avant de vouloir faire des grandes déclarations d'intention, parce que finalement, c'est l'acte qui prime dans leur volonté d'engagement. Le deuxième point qui est très important pour eux, c'est de ne pas arbitrer entre utilité et épanouissement. C'est-à-dire que cet engagement d'intérêt général doit à la fois être un moyen de se construire et à la fois un moyen de servir et d'être finalement un lieu où il est utile de pouvoir agir. Et cette double dynamique, qu'est-ce que ça m'apporte à moi et qu'est-ce que je peux apporter concrètement aux autres, est une logique extrêmement importante, ce qui explique réellement ce lien extrêmement fort que font les jeunes avec l'engagement et le territoire, d'où l'importance, encore une fois, d'appréhender la jeunesse, non pas seulement dans son profil, mais aussi dans son implantation territoriale. Et puis le dernier point, la dernière condition est peut-être la plus importante, c'est d'être écouté et reconnu dans l'engagement. La logique de « on parle pour nous » est un élément qui est un facteur d'agacement des jeunes, parce que quelque part, ils ont le sentiment qu'on ne le considère pas suffisamment mature pour s'exprimer eux-mêmes. Et ça, c'était ressorti extrêmement fortement, et de l'étude auprès des jeunes de 18 à 24 et de ceux de 25 à 29 qui, entre parenthèses, avaient des approches radicalement différentes de ces sujets-là, bien évidemment. Alors, quelque part, deux éléments à retenir, ou peut-être trois éléments plutôt à retenir en synthèse. D'abord, cette logique des jeunes qui finalement aimeraient que cette co-construction se mette en place, mais qui sont conscients que ça n'est une réalité que dans un cap sur deux, c'est-à-dire finalement que c'est encore une réalité en émergence, une grande difficulté des acteurs publics et privés à finalement à la fois les écouter et les mettre en dynamique, en confiance, pour construire ensemble une réalité, des solutions concrètes vis-à-vis de leur territoire. Et le deuxième élément qui nous avait un peu fait froid dans le dos, et la ministre et le président du CESE, lorsqu'ils avaient entendu ces résultats, avaient aussi réagi en disant qu'il y avait urgence à être beaucoup plus à l'écoute des jeunes, parce que si 60% de nos jeunes considèrent que l'avenir finalement est compliqué, va être difficile, mais il y a un espoir dans l'avenir, 31% de nos jeunes de 18 à 24 ans considèrent que 2050, c'est la fin du monde. Pas la fin d'un monde, la fin du monde. Et vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que, sur la base de ces résultats, nous avons insisté sur l'urgence de pouvoir se poser la question comment on construit les modèles de demain avec la jeunesse. Il n'est pas possible de considérer que nous sommes une société civilisée si nous ne sommes pas capables de pouvoir donner confiance dans l'avenir à un tiers de nos jeunes. Et ça, il y a un vrai sujet, un vrai décalage entre les langages que l'on peut avoir parfois sur la France, son rayonnement, etc., et notre capacité à pouvoir donner confiance dans notre avenir en commun. Cet élément est constitutif de la co-construction du bien commun, et quelque part, cet élément est tout à fait déterminant. Et donc, bien évidemment, pour construire les trajectoires 2026-2033, puisque je rappelle que nos nouvelles gouvernance territoriale le sont pour 7 ans en raison d'élections nationales en 2022, donc ils ne sont pas pour 6 ans mais pour 7 ans, eh bien dans ce mandat finalement qui s'ouvre aujourd'hui, cette place des jeunes est bien évidemment un élément tout à fait déterminant, et en étant à l'écoute de la diversité des jeunesses. Parce que ça, c'est l'autre élément, c'est qu'on ne peut pas caractériser les jeunes avec un J majuscule de la même façon que parler des entreprises avec un E majuscule en confondant de la TPE locale au grand groupe national, qu'on parlait du territoire en confondant les territoires ruraux avec les métropoles, n'ont pas de sens. De la même façon, parler des jeunes avec un J majuscule n'a absolument pas de sens, parce que la réalité pour chacun d'entre eux est bien évidemment très ancrée à la fois dans son profil, mais encore une fois dans ce qu'il peut vivre
sur son territoire. Et c'est là où la spécificité, bien évidemment, des territoires ruraux, et c'est pour ça que les deux exemples qui ont été choisis à la fois en impulsion nationale avec la fondation RTE et à la fois à travers le travail remarquable de recherche de Cluster Jura en Bourgogne-Franche-Comté, nous semblait très important de partir des territoires ruraux parce que cette réalité-là est particulièrement pertinente et pertinemment sensible dans l'écoute des jeunes. Alors, pour agir ensemble en territoire en 2026, trois éléments sont complètement déterminants. D'abord, il a déjà eu lieu le 2 avril dernier, puisque le Rameau, en partenariat avec la Fondation territoriale Marne-et-Bois, a été impliqué et a soutenu largement la conférence à l'ONU sur Réinventons la paix avec la jeunesse, où 250 jeunes ont réfléchi pendant toute une journée à Genève sur qu'est-ce que voulait dire pour eux la paix, comment on pouvait la construire et finalement être les ambassadeurs de cette réconciliation qui sera indispensable à la capacité de pouvoir conduire les transitions à la hauteur des enjeux. Et à cette occasion, puisque chacun était invité à pouvoir faire une proposition, la proposition a été naturellement, dans les nouvelles mandatures qui s'ouvrent de 2026 à 2033, de prendre en considération la parole des jeunes et plus que de prendre en considération, d'agir avec eux pour réinventer nos modèles. Sur les positions stratégiques, il y en a deux. L'une a déjà eu lieu le 9 avril dernier dans le cadre du séminaire de recherche annuel que nous organisons avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, avec une trentaine de chercheurs très engagés sur ces dynamiques de co-construction et sur lequel la place des étudiants, le rôle et l'implication des étudiants dans l'émergence de nouveaux modèles est un élément tout à fait déterminant. Avait été démontré dans le cadre du programme 2019-2024 chef de projet innovation territoriale, comment on réinvente à partir de nos territoires des réponses concrètes à nos transitions, la place spécifique des acteurs académiques, à la fois en recherche et en enseignement, mais aussi en responsabilité sociétale d'établissement. Et c'est à cette occasion qu'a été soulignée la capacité à mobiliser les étudiants, pas simplement dans une logique finalement de richesse humaine pour pouvoir développer les éléments, mais de créativité pour être en capacité finalement d'associer l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'établissements et on peut les en féliciter. Je vous invite, si vous voulez en avoir des exemples concrets, à participer au prochain congrès de FNCAS où le prix de mieux commun qui est de FNCAS, Maïf et le Rameau seront rendus à deux établissements qui justement, le 28 mai prochain, qui justement mettent en avant ces éléments-là. Donc travailler avec les chercheurs sur cette dynamique-là est une évidence et Armel de Roton le redira tout à l'heure, mais dans le cadre des rencontres nationales de la coopération territoriale qui auront lieu le 7 juillet prochain, cette logique du regard des acteurs académiques est un élément déterminant. Et puis aux côtés des regards des acteurs académiques, c'est cette capacité des acteurs à concrètement agir. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur nos territoires? Qu'est-ce que font les fondations, les entreprises, les collectivités, les acteurs divers et variés d'un territoire? Et bien évidemment, le webinaire d'aujourd'hui rencontre, le 55e webinaire, rend compte de cette capacité de valoriser l'engagement territorial des jeunes à travers deux exemples extrêmement inspirants qui sont représentants finalement de très très nombreuses diversités d'exemples et on vous invite vraiment à re-regarder l'ensemble des exemples inspirants qui sont ressortis de l'étude Jeunes et Territoires 2050. Et puis deux éléments très importants parce que faire c'est encore mieux que dire. Deux expérimentations qui permettent déjà, bien évidemment, de pouvoir étayer ces pratiques et les faire vivre. Une expérimentation nationale à travers le cercle des partenariats engagés de la mobilité des jeunes, impulsé par WeMove, suite à la réussite d'un premier cercle sur les seniors, a été engagé l'année dernière un cercle, cette fois-ci, sur la mobilité des jeunes, comment on réinvente ensemble la mobilité des jeunes, puisqu'elle est au cœur de leur capacité finalement à agir. Et puis, au niveau territorial, il s'agit d'un des 4 axes prioritaires de la Fondation territoriale Marne-et-Bois, la nouvelle fondation territoriale à l'échelle du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Et si vous voulez en savoir plus, vous en saurez plus au webinaire du 16 mai prochain. En tous les cas,
le point qui est essentiel et sur lequel nous voulions profondément insister en introduction de ce webinaire, c'est le fait que les jeunes sont déjà à la manœuvre. Il ne s'agit pas de se dire comment on mobiliserait les jeunes, il s'agit de savoir comment on valorise le fait que les jeunes sont déjà mobilisés et que quelque part, c'est à nous d'être à leur écoute. Peut-être cela nécessite-t-il un pas de côté, et le pas de côté n'est-il pas l'exemple même de la co-construction du bien commun? En tous les cas, pour nourrir les leviers d'activation dans l'intérêt général, la vision, l'action et la gestion, il nous semble indispensable d'être à l'écoute de ce que font les acteurs, à la fois au niveau national et territorial, sur cette co-construction avec les jeunes, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup Charles Benoît pour ce retour instructif sur le programme Jeunes et Territoires 2050. Finalement, vous nous avez livré quelques chiffres assez édifiants qui nous rappellent qu'il faut co-construire et agir avec les jeunes. Je donne maintenant la parole à Capucine Plisson, chargée de partenariat et de valorisation de l'expertise à la Fondation RTE pour les ruralités. Elle est accompagnée de Florent Barès, de l'Université rurale Quercy-Rouergue et de Camille Plagnard d'INSIT. Je vous laisse la parole. Merci Armelle et merci Charles Benoît pour l'invitation. On est pour cette séquence. Je vais vous présenter donc la fondation. Alors, vous pouvez juste passer à la slide suivante. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Oui, il y a juste un petit temps de latence. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Donc, de mon côté, je vais rapidement vous présenter la fondation, la genèse, et puis la genèse et la démarche globale du programme Hors-Champ. Puis, je laisserai la parole à Camille Plagnard, qui vous parlera d'INSIT et de son regard sur les jeunesses rurales d'aujourd'hui et qui précisera comment le programme Hors-Champ a nourri l'association INSIT. Et puis Florian Barès qui nous présentera l'URQR, sa méthodologie de recherche-action et ce que le programme Hors-Champ leur a apporté de différent. Et il nous donnera également un aperçu sur le diagnostic de territoire qu'ils ont réalisé et sur la phase d'émergence de projet qui est actuellement en cours. Donc, la fondation RTE pour les ruralités a été créée en 2008 par l'entreprise RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Et c'est la seule fondation entièrement dédiée aux ruralités. C'est une fondation qui est abritée par la Fondation de France. La fondation RTE s'est donnée comme mission de contribuer à la cohésion sociale des territoires ruraux, notamment à travers 3 axes. On a un axe sur le financement et l'accompagnement dans la durée des projets associatifs qui répondent aux enjeux des territoires, parce que au-delà de l'accompagnement financier, on propose également un accompagnement extra-financier de nos structures porteuses. On a une mission de partenariat, on crée des alliances avec d'autres acteurs de la philanthropie pour augmenter notre impact, avoir une force de frappe plus importante. Et on élargit nos modalités d'intervention, notamment depuis 2024, en devenant cette fois-ci opérateur de projet aux côtés de l'AVIS avec notre programme Hors-Champ. Avec comme objectif de faire émerger et financer par la suite des solutions qui répondent au plus près des besoins des territoires ruraux. Donc la fondation, très rapidement, la fondation RTE a un budget annuel de d'1,5 million. Et on a soutenu depuis la création de la fondation plus de 750 projets. Et on est une fondation qui est non spécialisée. Elle couvre un panel large de thématiques. En revanche, on est vraiment dédié aux ruralités. Et on est la seule fondation en la matière. Donc, à travers notre programme Hors-Champ, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, je vous le disais, depuis 2024, on a développé le programme Hors-Champ qui a la particularité d'avoir une entrée par public. En effet, on a constaté que dans le soutien qu'on apporte au projet, finalement, les jeunes et les femmes sont 2 publics qui sont assez peu représentés et qui en plus constituent un angle mort des politiques publiques, alors que pourtant on sait qu'ils sont traversés par des enjeux qui leur sont bien spécifiques, en ruralité notamment. Et donc à travers ce programme Hors-Champ, on a souhaité sur un temps long, sur 3 ans, s'immerger dans des territoires, faire un diagnostic des enjeux qui touchent les jeunes et les femmes,
et y faire émerger des solutions qui répondent aux enjeux qu'on aurait identifiés dans les diagnostics, et ensuite financer ces projets dans la durée et capitaliser surtout sur cette approche. J'en reparlerai un peu plus tard. Et donc, on est sur 3 territoires ruraux pour ce programme où nous déployons 3 méthodologies différentes grâce à nos partenaires locaux. Donc, on est dans le Pays de Bitche, en Moselle, en partenariat avec l'ENSAD, l'École nationale des arts décoratifs, qui, à travers son propre programme Design des territoires, organise des résidences de designers sur 10 mois dans le Pays de Bitche. On est dans le pays du Saulnois, toujours en Moselle, avec cette fois-ci une fabrique à initiative, le Filon. Et enfin, on est dans l'Ouest Aveyron avec l'URQR, qui va vous présenter sa méthodologie de recherche-action juste après. Et donc, on capitalise, j'en reparlerai plus tard, mais on capitalise sur ce programme justement avec l'enjeu de documenter, mais aussi de sensibiliser et d'inspirer les acteurs publics à ce type de démarche et au bénéfice de cette entrée publique et de cette collecte de besoins en amont de l'émergence de projets. En termes de calendrier, donc je vous le disais, on est sur 3 ans. La particularité, c'est que donc on est sur 3 méthodologies bien distinctes et différentes. C'est ça qui rend aussi intéressant ce programme, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir intercomparer ces différentes méthodos. Et la particularité de l'ENSAD, c'est qu'on est sur des temps un peu plus courts. On est sur des promos de résidents qui restent 10 mois sur le territoire et qui se renouvellent du coup tous les ans. Donc leur champ d'action est circonscrit à moins d'une année, mais on est déjà du coup à la 2e promo sur le territoire dans le Pays de Bitche. Donc on a déjà vu émerger des projets l'année dernière. L'URQR, on est là dans la phase de modélisation et d'émergence de projets. La phase de diagnostic a été terminée et le Filon est un peu en décalé. Ils sont encore dans une phase de diagnostic avec pour objectif de faire émerger des projets d'ici fin 2026. Et je laisse la parole à Camille pour nous parler d'INSIT. Merci. Du coup, je suis Camille Plagnard. Je travaille sur le secteur nord de l'Occitanie au développement de l'association INSIT. Donc, pour vous présenter rapidement, INSIT, c'est une association qui a vu le jour en 2019, 2018, à la phase d'idée, où Thibaut Renaudin, cofondateur de la structure, est élu de son petit village à Termes d'Armagnac, dans le Gers. Et c'est une commune de 200 habitants où il constate qu'il y a plein d'initiatives citoyennes et qu'à la fois, en tant qu'élu, il manque de bras, il manque de moyens pour soutenir ces initiatives locales et qu'à la fois, il y a un autre effet sur sa commune, c'est que les jeunes partent et qu'ils ne reviennent pas forcément. Et à la fois, à l'époque, il tombe sur un article de l'Observatoire de la jeunesse qui explique que les jeunes ont envie de réinvestir les territoires ruraux, mais sont confrontés à plein de freins, notamment liées aux questions d'accueil, d'emploi, de logement, et puis plus largement des enjeux de mobilité. Et du coup, Thibaut se dit, mais en fait, en ruralité, on arrive à faire plein de choses et on pourrait permettre à des jeunes de venir s'essayer en ruralité ou de venir redécouvrir une autre ruralité, tout en permettant à des porteurs de projets de bénéficier d'un coup de pouce de la part de ces jeunes. Et en même temps, à travers la phase projet, on lève plein de freins, notamment sur les questions d'accueil et d'intégration dans le village. Donc, du coup, notre ambition, c'est à la fois de lever ce sentiment de déclassement, de pouvoir soutenir les territoires ruraux, tout en ayant comme acteurs principaux des jeunes. Donc, je veux bien, Charles Benoît, qu'on passe à la slide suivante. Donc, en gros, INSIT, ça se dessine en 2 programmes. Où quand on a voulu, en tous les cas, se dire comment rapprocher des jeunes et des territoires ruraux, on s'est appuyé assez rapidement sur le dispositif du service civique, à la fois parce qu'on a un constat qu'à travers ce dispositif qui est proposé par l'État, il y a moins de 10% de missions qui sont proposées en ruralité et 2% des structures d'accueil qui facilitent l'accueil de ces jeunes. Donc on se dit c'est plutôt un dispositif sur lequel
on peut trouver un espace et en tous les cas quelque chose qui peut fonctionner auprès des jeunes. Donc, on propose à des jeunes volontaires en service civique de venir en soutien à ces projets locaux. Et puis, dans une autre temporalité, on s'est vite rendu compte qu'on avait des acteurs en ruralité, qui soient élus, porteurs de projets associatifs, qui n'avaient pas forcément l'opportunité d'échanger leurs pratiques, d'échanger autour de leurs problématiques et de leurs projets aussi. Et donc, on a créé le dispositif Artisans d'idées, où notre objectif, c'est d'animer notre communauté de porteurs de projets. Euh, voilà, je veux bien qu'on passe. Ah oui, donc je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Et du coup, InSite, aujourd'hui, on est donc à une échelle semi-nationale, on est quasiment présent dans toutes les régions. Voilà. Et du coup, sur la question du volontariat, aujourd'hui, nous, on est sur une tranche d'âge de jeunes qui vont de 16 à 25 ans pour des jeunes en situation, et 30 ans, pardon, pour des jeunes en situation de handicap. C'est des jeunes qui s'engagent 6 mois autour de 3 domaines d'action. Donc, on a l'animation, le lien social, la culture et le patrimoine, et tous les sujets autour de l'environnement et de la transition écologique. Donc, dans chaque village, les projets sont différents, mais peuvent se ressembler parfois. Et on peut avoir 2 thématiques de mission par jeune. Ça dépend des projets. En tous les cas, on fait en sorte que dans les villages, il y ait une dynamique de coopération entre les jeunes et les villages. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Juste pour donner un petit état des lieux de notre fonctionnement, on accompagne toute la phase de diagnostic, de recrutement, de formation, d'accueil d'intégration et bien sûr d'accompagnement et de suivi de projet. C'était important pour moi de poser ce cadre-là parce que dans le temps de diagnostic, on va travailler toute la phase d'accueil qui est assez importante pour les jeunes. Je vois le temps défiler, je sens que j'ai pas beaucoup de temps, donc je me dépêche un peu. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Mais du coup, l'idée de vous poser quelques chiffres. Aujourd'hui, on a accueilli des jeunes dans 229 villages. On a accompagné 600 projets à peu près. On a 356 référents qui accompagnent nos jeunes depuis le départ. Et donc, on a accompagné 500 jeunes environ. Et dans ces 526 jeunes qu'on a accompagnés, il y en a 70 qui se sont installés à l'issue de leur mission de service civique. On a créé 31 emplois sur les territoires ruraux. Et du coup, derrière, voilà, il y a des petits chiffres qui sont affichés. L'idée aussi de pouvoir introduire qu'est-ce que les jeunesses rurales. Alors, Charles Benoît a bien posé le contexte. Et du coup, il a fallu qu'on se penche un petit peu sur ces questions-là. Avec InSite, on a eu une entrée au départ très village. On est tous des gens issus de la ruralité sur l'émergence de ce projet. Et les jeunes, on savait en parler, on savait vers où on allait. On a tous été jeunes un jour, mais on n'est pas forcément sur les mêmes générations et les mêmes problématiques. Et puis, on s'y est vite questionné, parce qu'on accompagne quand même des jeunes au quotidien. Donc, pour nous, la définition de la jeunesse rurale en 2026, c'est l'idée d'abandonner l'idée d'un groupe homogène, pardon. Il n'y a pas une jeunesse, mais à la fois, il y a plein de trajectoires qui sont présentes. Je crois qu'à l'échelle de la France, on a plus de 212 définitions de qu'est-ce que la jeunesse. Donc, moi, je vais pouvoir vous parler des jeunes entre 16 et 25 ans. Mais du coup, on peut quand même dégager à peu près le même constat sur tous les jeunes qu'on peut rencontrer. Il y a des grands axes qui caractérisent leur quotidien, leurs défis, leurs aspirations. On va avoir une jeunesse qui est connectée et qui n'a pas vraiment de différence entre une jeunesse urbaine qu'une jeunesse rurale. Mais ils sont confrontés à une grosse problématique qui va être la mobilité. En gros, si à 18 ans, maintenant 17, les jeunes n'ont pas le permis, sont confrontés à utiliser les transports en commun, et les transports en commun peuvent être vite limités. Donc, sans mobilité, l'accès au sport, à la culture, aux loisirs, à l'emploi, ça devient un vrai parcours du combattant. Voilà. Donc, ça caractérise quand même pas mal de choses. On va retrouver plusieurs catégories de jeunes, si on peut les catégoriser.
Il y a ceux qui vont faire le choix de rester dans le village dans lequel ils ont grandi parce qu'ils ont un attachement familial, culturel, une opportunité professionnelle de reprendre une activité ou de trouver un emploi. Il y a ceux qui sont obligés de partir de la ruralité, principalement pour faire leurs études supérieures, qui parfois, parce que le bassin de vie d'études est pas trop éloigné, c'est des jeunes qui vont revenir le week-end, soit pour faire la fête, soit pour juste revoir leurs proches. On a un bel exemple dans l'Aveyron avec le bassin d'études supérieures qui est sur Toulouse. Et l'Aveyron est à 2 heures de Toulouse, donc on a quand même pas mal de jeunes qui reviennent. On peut appeler ceux qui reviennent aussi dans une troisième catégorie, qui post-études arrivent soit à trouver une opportunité d'emploi localement, soit reviennent quelques années plus tard après avoir acquis un bagage professionnel ailleurs. Et puis, on a pas mal de jeunes qui sont nouvellement arrivés sur les territoires, qui cherchent un lieu de vie qui vont leur correspondre soit à leurs aspirations, parce que dans les jeunes qu'on accueille, on a des jeunes qui viennent parce que le village a une veine artistique, d'autres parce que il n'est pas très très loin d'un centre urbain et du coup, ça les rassure. Voilà, on a pas mal de jeunes qui arrivent. Dans les jeunes qu'on peut avoir chez INSEAD, il y en a 50% qui sont urbains, qui viennent s'essayer à la ruralité, et 50% de jeunes ruraux qui se disent bah, j'ai envie d'aller découvrir un autre espace rural. Donc c'est assez intéressant. Vous me coupez si j'explose le temps, par contre. Encore 2 petites minutes. Parfait. Et du coup, sur ce qu'on peut observer quand même dans les jeunes ruraux, c'est qu'ils sont quand même engagés, soit sur des associations, mais ça peut être aussi des engagements très individualistes, enfin très individualistes, qui sont pas forcément, en tous les cas, dans une association. Et à la fois, le dernier point peut-être que je pourrais aborder, c'est le sentiment d'invisibilité. On peut avoir comme retour assez régulièrement, c'est le manque de structure adaptée sur leurs besoins spécifiques autour de l'information jeunesse, autour de leur santé mentale, physique, parce que trouver un spécialiste de santé, c'est pas toujours évident. Ils ont une sensation que l'espace urbain est une porte de sortie pour eux, pour pouvoir trouver tous ces espaces-là. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur les jeunesses rurales. Du coup, Florian, je pense qu'il y a quelques slides qu'on n'a pas passés, mais du coup, Florian, je te passe. Ouais, je veux bien, Charles Benoît, que vous m'amenez sur les slides à partir de là. Donc, je vous remercie. Donc, moi, je suis Florian Barès, je suis chargé de mission Sciences et Sociétés à l'Université rurale Quercy-Rouergue. Nous, on est une association qui est implantée à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron et qui agit à l'échelle du Lot et de l'Aveyron. On est une structure d'éducation populaire et de développement local. Du coup, historiquement, depuis notre création dans les années 90, on mène à la fois des recherches participatives sous différentes manières et on mène aussi plusieurs des actions d'accompagnement aux projets collectifs et aux projets territoriaux. Donc, le partenariat qu'on a noué avec la Fondation RTE dans le cadre du programme Hors-Champ, elle nous a permis de développer ce projet de recherche-action au service et avec les jeunesses du territoire. Et donc, nous, comment on se positionne dans ce processus? On se positionne un peu comme un nœud d'interconnexion. C'est-à-dire qu'on est à la fois un nœud d'interconnexion avec des acteurs jeunesse locaux, un nœud d'interconnexion avec des financeurs et un nœud d'interconnexion avec des acteurs scientifiques qui vont contribuer aussi. Enfin, tous ces acteurs sont partie prenante du projet. Donc, nous, on leur propose un cadre de coopération pour permettre de mettre en place cette recherche-action. Donc, c'est quoi cette recherche-action? Une thématique, les jeunesses rurales, une durée de 3 ans, un territoire, l'ouest de l'Aveyron, une méthodologie, la recherche-action participative et un objectif, faire territoire avec et pour les jeunesses de l'ouest Aveyron. Je veux bien passer à la slide suivante. Donc, notre enjeu, c'est-à-dire on veut travailler sur ces questions de jeunesse, c'est à la fois comment on arrive à mieux connaître les jeunes et à la fois comment on arrive à les impliquer dans notre process de recherche-action.
Donc, pour cela, on aura proposé 2 outils. Un premier outil, on a mis en place des entretiens collectifs, donc dans le cadre très classique de recherche en sciences sociales, mais on a mis 2 objectifs à ces entretiens collectifs. C'était à la fois collecter de la donnée et collecter de la donnée avec la même méthodologie sur l'ensemble des collectifs, mais aussi c'était de les embarquer dans un deuxième espace de co-recherche, ce qu'on appelait les co-enquêtes. Et donc, on a proposé à tous les jeunes, mais seule une partie nous a suivis, de construire des enquêtes de sciences sociales sur les jeunes du territoire. Donc, on a construit la méthodologie, une méthodologie spécifique avec chacun de ces groupes, et ce sont eux qui ont mené ces co-enquêtes. Donc, ces co-enquêtes sont venus ajouter de la donnée à la donnée collectée lors des entretiens collectifs. Et du coup, notre enjeu, c'était d'arriver à faire passer ces jeunes d'objet d'une enquête à co-auteur d'une recherche en contribuant à l'œuvre commune. Voilà. Donc, nous, donc pour arriver à toucher parce que nous, on n'est pas acteurs jeunesse. Donc, pour pouvoir toucher ces jeunes, on s'est appuyé sur les acteurs jeunesse locaux qui nous ont aidés à mobiliser les jeunes du territoire. Je veux bien qu'on enchaîne, s'il vous plaît. Je veux bien la prochaine slide. Oui, désolé, c'est le temps. Voilà, donc cette première phase, elle nous a permis de venir contribuer et de venir apprendre. Voilà, il y a des données qu'on a collectées qui vont dans le sens de la littérature sur la jeunesse rurale, c'est-à-dire, on voit bien que nos jeunes dans l'Aveyron, ils ont eux aussi un accès au logement complexe. Par contre, ils sont très connectés, contrairement à ce qu'on croit, aux aires urbaines. Ils sont très mobiles, malgré les difficultés de mobilité. Donc, ça, c'est quelque chose à noter. Et ils passent la majorité de leur temps hors de leur résidence dite principale. C'est-à-dire, la plupart de la journée, ils sont au collège, au lycée, qui est à partir du collège et du lycée, qui est souvent à 10, 15, voire 20 km de chez eux. Et une grande partie, en plus, sont internes, ce qui fait qu'ils ne rentrent même pas chez eux le soir. Une partie des ressources et des activités pour les jeunes sont cachées, c'est-à-dire elles sont dans des logiques réciprocitaires qui pour les capter, il faut faire partie de ce que Bruno Coquart appelle les groupes de potes. C'est-à-dire que si on ne fait pas partie de réseaux de sociabilité, on n'a pas accès. Par exemple, les fêtes, il y a beaucoup de fêtes qui sont des fêtes privées. Donc, si on n'est pas déjà inscrit dans un réseau de sociabilité, il y a peu de chances qu'on se fasse inviter là-dedans. De la même façon, pour se déplacer, si on a un bon réseau de potes, on va toujours trouver un moyen de faire du covoiturage et d'arriver à se déplacer. Et voilà, donc c'est des solidarités entre personnes qui sont là. Mais c'est pas donc ça entraîne des différences entre ceux qui sont inscrits dans ces groupes de potes et ceux qui n'y sont pas et celles qui n'y sont pas inscrits. Il y a des choses. La principale problématique qu'ils nous ont renvoyée, nous, les jeunes de notre territoire, l'Aveyron, c'est quand même un territoire, une ruralité qui va plutôt bien. Donc, nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ici ? Il y a un gros sentiment d'ennui et surtout qu'il n'y a pas grand-chose qui est proposé pour eux. Ça, c'est leur discours. Et ils ont du mal à trouver des infos qui les concernent. Et là, on a vu un paradoxe parce que du coup, vu qu'on a aussi impliqué les acteurs jeunesse dans le processus de co-recherche, les acteurs jeunesse, c'est l'inverse. Ils disent, mais nous, on n'arrête pas de communiquer auprès des jeunes, mais on n'a jamais personne et l'info, ils ne l'ont pas. Donc là, c'est un des nœuds qu'on a identifié. Et on voit bien qu'il y a des différences d'accès à l'emploi en lien avec la qualification. En gros, pour les métiers dits techniques ou agroalimentaire, commerce, il n'y a pas trop de difficultés à trouver de l'emploi sur notre territoire. Par contre, les jeunes qui sont très qualifiés avec des masters plutôt qui ne sont pas des masters industrie et des masters agricoles, ils ont du mal à trouver de l'emploi localement. Et classique, les moins diplômés, pareil, ont des difficultés à trouver de l'emploi. Donc, il y a une difficulté aussi à garder les jeunes du territoire qui sont partis faire des études et qui ont envie de rester parce qu'ils ne trouvent pas une offre qui correspond à leur qualification et à leur envie. Et ce qui voilà.
nous, donc les questions que le diagnostic de terrain soulève et qu'on va continuer d'investiguer, c'est aussi la question du prendre soin de soi et des autres. C'est qu'on voit qu'il y a, en fait, il y a une différence entre les données d'entretien et dans nos entretiens, il y a peu de choses qui apparaissent sur les conduites à risque, alors que quand on regarde les données quantitatives, on a un taux de suicide qui est très important, une question d'alcool, et alors que dans nos entretiens, ça, c'est peu ressorti. Pareil, on a eu du mal, parce que les jeunes, quand on leur posait la question de est-ce qu'ils s'appliquent sur le territoire, la plupart, ils nous répondaient non. Sauf qu'en fait, quand on arrivait sur les temps de co-enquête, sur les journées de co-analyse et tout, en fait, ils nous disaient, ils ont du mal à mettre du sens derrière ce mot-là. De fait, il y en a beaucoup qui sont impliqués dans les comités des fêtes, impliqués dans leur club de foot, et pour eux, ce n'est pas un engagement. Ils n'arrivent pas à le formaliser, ils ne le formalisent pas. On voit aussi que sur le territoire, il y a des recompositions des groupes de potes en fonction des centres d'intérêt et qui sont moins par proximité territoriale ou de classe d'âge. Et où, en fait, par exemple, pendant longtemps, les groupes de potes, ils étaient à l'échelle du village. Mais aujourd'hui, en fait, vu qu'il y a aussi une question de densité, donc il y a moins en moins de jeunes sur nos territoires, les clubs de foot ou les clubs de rugby vont avoir tendance à fusionner. Et en fait, le jeune du village va plutôt rester le samedi avec ses potes du foot ou ses potes du rugby pour sortir à l'endroit où il est que de traîner avec ses voisins et voisines du même âge. Et du coup, ça va recomposer et on va retrouver des logiques affinitaires. Et du coup, alors des gens qui sont voisins, qui ont pu se fréquenter à l'école primaire, mais qui ne vont pas avoir les mêmes espaces de sortie et les mêmes espaces de sociabilité. Je veux bien Charles Benoît, qu'on passe à la slide suivante. Voilà. Donc, pour donner un peu plus de détails sur notre première phase d'enquête, on a fait ce qu'on appelait connaître pour mobiliser. Donc, c'est dans ce que on a fait 11 entretiens collectifs. Mobiliser pour connaître, on a fait 5 co-enquêtes. Il y en a une qui est encore en cours. Et ensuite, on a mis en place des espaces pour articuler ces différents collectifs vers des objectifs communs. Donc, on a mis en place deux temps de séminaire avec des acteurs et des jeunes impliqués dans le processus, qui étaient des espaces où on a co-analysé les données et préparé nos journées de co-analyse. Ensuite, on a fait 2 journées de co-analyse où on a invité des acteurs locaux au sens très large. On avait des professionnels de la jeunesse, des profs, on avait bien sûr des jeunes et on avait aussi quelques élus, sachant que c'est ceux qu'on a eu le plus de mal à mobiliser. Et on a impliqué sur ces 2 journées de co-analyse des jeunes dans l'animation. Par exemple, on bosse avec des premières SAPAD, donc c'est des métiers première bac pro, de métier à la personne. Elles ont animé, par exemple, toute la première partie de notre journée de co-analyse, notamment un débat positionné avec 100 personnes. Enfin, voilà, donc, on est arrivé quand même avec des trucs assez chouettes dans l'implication. Et ce groupe-là, j'aimerais bien l'amener jusqu'à lui faire une contribution lors d'un colloque l'année prochaine. Donc, ensuite, on est accompagné dans cette démarche par un conseil scientifique. Donc, un conseil scientifique où il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont 3 spécialités en gros. Une spécialité autour des jeunesses rurales. On travaille avec Mélanie Gambino, notamment du labo dynamique rural de Toulouse. Ensuite, on a des chercheurs spécialisés dans l'ESS et aussi des chercheuses spécialisées en recherche-action. Nous, par exemple, on travaille avec Justine Ballon de HEC Montréal qui est dans notre comité scientifique. Et donc, ce comité scientifique, il est là à la fois pour nous apporter des ressources et aussi être garant de notre méthodologie, mais aussi il participe à l'animation de nos journées de co-analyse. Par exemple, Mélanie, elle est venue lors de notre 2e journée de co-analyse pour animer des ateliers à la fois avec des acteurs et les jeunes. Donc, en termes de chiffres, ça veut dire quoi? On a 100 jeunes qui ont participé à l'enquête, donc avec 2 tiers de moins de 18 ans et 60% de filles à peu près. On a une 60aine de partenaires impliqués et 8 chercheurs et chercheurs qui sont membres du conseil scientifique. Voilà, il me reste encore une slide, je ne sais plus. Oui, il y a une petite slide qu'on vous demandera de synthétiser très, très, très vite. Très vite. Du coup, là, on rentre dans la 2e phase.
Et en fait, c'est que on a identifié des grandes questions, donc la question du prendre soin de soi et des autres, l'implication des jeunes sur le territoire, la recommandation des groupes de potes. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? C'est pour passer de cette analyse à l'action. On est en train de mettre en place ce qu'on appelait des ateliers de développement de projet dans des événements de partenaires locaux hors champ. Là, du coup, samedi, il y a le festival, l'association Sonoyor, qui est une association de jeunes qui est très impliquée dans le process, qui fait son festival, ce festival. Du coup, il y a un atelier qui est dédié, qu'on va co-animer avec l'association pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être un espace festif et culturel à l'échelle de notre territoire. Et donc là, l'enjeu, c'est de faire la même chose sur différentes thématiques comme la santé mentale, l'information jeunesse et d'autres. Et avec l'enjeu de créer un événement accélérateur validation de projet une fois qu'on aura formalisé et prototypé ces projets pour, en phase 3, les tester et les mettre en place. C'est bon? Un immense merci. Et avant de repasser la parole à Armelle, je voudrais dire à quel point, d'abord, on vous remercie tous les trois parce que c'est vraiment intéressant de voir l'articulation finalement de la place et de la complémentarité de chacun. C'est vraiment une vraie démonstration de co-construction et franchement, bravo pour cette dynamique. Elle est vraiment tout à fait passionnante. Le deuxième élément que je voulais ajouter, c'est pour être totalement complet, il manquerait la logique de la méthodologie nationale entre les trois territoires, mais vous n'avez pas tout perdu. Parce que ceux qui voudraient mieux la connaître, il y a une très très belle interview croisée entre la Fondation RTE et la VISE qui a été enregistrée dans le cadre de la présentation trimestrielle de la base impact et qui est bien évidemment à disposition, que vous pouvez regarder. Et je trouve que quand on regarde le zoom sur un territoire comme celui du Nord-Occitanie dont on vient de parler, passionnant, vraiment exemple. Et quand on regarde finalement cette articulation avec deux autres territoires très différents sur lesquels les démarches très différentes sont complémentaires, c'est là où on se rend compte qu'il ne faut pas vouloir standardiser les choses, il faut vraiment pouvoir être le plus adapté aux acteurs, aux aspirations locales et à la réalité de cette capacité à construire finalement de façon extrêmement à la fois simple mais pertinente, puissante finalement des solutions. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le changement radical de modèle dans la question des trajectoires socio-économiques, c'est de moins penser à le modèle qui serait le plus performant, qui s'appliquerait à tous, et d'être de plus en plus dans la diversité des modèles qui sont adaptés finalement très concrètement à la situation. Un peu comme en médecine, hein, on passe de la médecine généraliste à la médecine personnalisée, eh bien on voit bien que là, on est en train d'inventer des solutions qui répondent parce qu'ils impliquent l'ensemble des compétences et des talents d'une fondation, d'une association, d'une recherche par l'éducation populaire, a réellement une capacité à mettre en situation les acteurs en fonction de la réalité des territoires. C'était une très très belle démonstration et encore une fois à l'ensemble de nos participants et à ceux qui nous regarderont en replay, puisque je sais qu'ils sont nombreux, on vous invite à regarder cette dynamique. Et peut-être, je vois une dernière petite réaction, bien sûr, de la Fondation RTE qui peut boucler la boucle, bien évidemment. Désolé, on ne va pas avoir le temps d'une question. Juste, j'ai vu que Lorenzo posait une question. On ne va pas avoir le temps d'une question pour pouvoir bénéficier du témoignage d'après, mais il suffit de l'écrire dans le chat et bien évidemment, nos intervenants répondront en direct où on pourra avoir l'occasion de répondre plus en détail. En 30 secondes, je voulais juste simplement préciser, parce que ça va intéresser les participants, c'est que je vous le disais au début, on souhaite vraiment capitaliser sur la démarche de ce programme et la documenter. Et donc, à cette fin, l'AVIS réalise notamment une étude comparative des méthodes employées dans le cadre de ce programme d'émergence de projet, avec leurs spécificités et leurs enjeux. On a les Petites Rivières qui nous accompagnent sur la mesure d'impact du programme et qui construit un référentiel d'indicateurs pour évaluer un projet de coopération et d'innovation rurale. Et enfin, on est accompagné d'Hélène Lhuillier, qui est chercheuse et qui documente aussi le programme sous l'angle des enseignements du programme sur les apports de la coopération en termes d'impact sur les publics cibles par rapport à un mécénat classique. Voilà, donc c'est
faire le comparatif entre mécénat classique et programme de coopération sur les publics cibles. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Blandine. Oui, merci à tous les trois pour votre retour, pour vos explications. On vous sent tous passionnés et passionnants dans tout ce que vous faites. On va passer maintenant la parole à Blandine Chenderovski, qui est chargée de R&D territoriale chez Cluster Jura. Blandine, la parole est à vous. Merci beaucoup Armelle, et on va pouvoir passer directement à la slide suivante. Donc bonjour à tous et merci pour l'invitation pour présenter les travaux de R&D de Cluster Jura pendant ce webinaire. Donc je vais arriver au sujet des jeunes, mais d'abord il faut que je vous raconte un petit peu le chemin avant ça. Donc Cluster Jura, déjà nous sommes un intermédiaire territorial qui accompagne des projets et des dynamiques coopératives sur le territoire du Pays lédonien. Donc c'est une communauté de communes qui se situe dans le Jura. Vous avez la carte juste sur la slide là. Et peut-être pour vous raconter d'où ça part, Cluster Jura, donc on est né il y a 10 ans sur ce territoire, et un PDG d'un groupe d'insertion par l'activité économique s'est demandé en fait comment trouver des emplois à ses salariés en sortie de parcours. Et c'est là qu'est née l'idée de pouvoir proposer de la création sur le territoire par les acteurs du territoire de ces emplois, au lieu d'attendre une solution qui pourrait un peu tomber du ciel. Et donc, c'est à ce moment-là que le défi de créer Cluster Jura se matérialise, et donc on est en pôle territorial de coopération économique. Et donc, la promesse de base, c'est de créer des activités économiques qui seront support d'emplois non délocalisables sur le territoire. Et peut-être en complément autour du portrait du territoire, donc c'est un territoire rural en faible densité de population, qui est parmi les territoires les plus faibles en termes de densité de population en territoire rural, même si je pense qu'on avait des bons exemples aussi juste avant, mais le Jura, on est pas mal non plus. Et donc avec un faible potentiel de porteurs de projets pour ces dynamiques entrepreneuriales, avec un passé industriel, agricole, mais qui a quand même comme atout d'être un territoire qui est berceau des pratiques coopératives, notamment avec les fruitières à Comté que j'espère vous connaissez. Et donc, on s'est structuré en 2016 pour essayer d'être ce laboratoire d'idées nouvelles au service du développement économique du territoire. Pas forcément thématisé et spécialiste en termes de thématiques. On travaille sur une diversité telle que l'économie circulaire, l'alimentation. Et assez vite, la mission, elle se restreint pas seulement à un domaine ou à la création d'emplois, mais plutôt à structurer des processus coopératifs pour mettre en dialogue une diversité d'acteurs sur le territoire, que ce soit des entreprises, des citoyens, associations, collectivités. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai introduit comme ça mon propos. On se décrit comme un intermédiaire territorial, ou il y en a d'autres qui nous qualifient d'intermédiaire d'innovation ou de catalyseur territorial. Et en fait, c'est un acteur pivot qui se positionne non pas comme un expert, car ce sont les acteurs locaux qui sont experts des différents domaines dont ils sont issus. Et donc, Juste, notre méthode, oui, allez-y, juste peut-être, Charles. Blandine, juste un tout petit élément de précision, parce que nous avons en ligne des gens qui proviennent de très nombreuses origines différentes. Peut-être de rappeler ce qu'est un PTCE et de faire la différence avec un PETR, puisque vous avez la chance d'être finalement sur un outil de la société civile qui est au même périmètre qu'un outil politique d'assemblage des acteurs. Et ça, c'est une vraie spécificité du cluster Jura. Donc peut-être cette spécificité, juste un mot pour ceux qui ne connaissent ni PTCE ni PETR dans le cadre de ces webinaires. Merci. En effet, c'est bien de le spécifier. Donc, un PTCE, comme je le disais, c'est un pôle territorial de coopération économique. C'est des structures qui mettent en relation une diversité d'acteurs sur un territoire. Et le PETR, c'est plutôt une échelle. Je ne vais pas me risquer à dire ce qu'il y a derrière les lettres, mais on est plutôt sur du coup un pays, et en fait ça rassemble des communautés de communes sous une autre échelle administrative et qui mutualise des fonctions, et qui va porter par exemple les SCOT, différents schémas locaux pour faciliter la mise en œuvre de politiques publiques. Et donc, en effet, c'est un dispositif public, alors que le PTCE, c'est du parapublic dans la mesure où on vient appuyer les acteurs publics, mais on n'a pas de mandat pour le faire, sauf s'il y a des conventions qui sont mises en place. Si ça suffit pour C'est parfait préciser comme ça. là-dessus.
Merci. Je reviens sur la méthode donc déployée par Cluster Jura. Donc, on part vraiment des besoins du territoire, on prototype une solution avec les acteurs pour ensuite en faire la démonstration de faisabilité avec des expérimentations. Et nous, on a notamment mis en place un fonds territorial qui s'appelle le Fonds d'impulsion jurassien. Et normalement, il y a d'autres présentations qui ont pu être faites dans le cadre de webinaires du Rameau que vous pourrez retrouver par ailleurs. Et donc, vous voyez juste ici les 3 métiers. Donc, on a un métier d'animation de territoire, où on vient organiser des rencontres, des ateliers de synergie, des temps collectifs où naissent des idées. On a également le métier d'accompagnement de projet et qu'on appelle également un accompagnement et une ingénierie de processus. On vient soutenir des collectifs d'acteurs et la structuration de filières, de projets autour de problématiques communes ou, comme l'a dit Florian, d'œuvres communes. Et on a la recherche et développement avec donc le programme que je coordonne depuis un peu plus de 3 ans, qui consiste à apprendre, documenter, partager les apprentissages pour inspirer d'autres territoires et dynamiques, ce qu'on a l'ambition de faire aujourd'hui. Et donc sur la slide suivante, je vais pouvoir commencer à rentrer sur un peu la R&D en tant que telle. On a commencé en 2017 où en fait on rencontrait des freins dans le déploiement de la méthodologie que je viens de vous partager, notamment sur les dimensions de portage de projets où on avait des difficultés à identifier des entrepreneurs. Et à ce moment-là, on s'est fait accompagner lors d'un dispositif local d'accompagnement, un DLA, par la structure Helix, qui nous a fait remarquer qu'en fait, on avait déjà un pied dans l'univers de la recherche et du développement sans que ce soit structuré. Et donc, l'équipe s'est réunie à ce moment-là pour identifier la meilleure stratégie à adopter pour la structure et à structurer, façonner la R&D avec un premier programme qui se lance en 2018 autour d'une thèse CIFRE. C'est un dispositif qui peut être intéressant pour une diversité d'acteurs, que ce soit les acteurs privés, parapublics ou publics. On peut bénéficier de ce dispositif-là pour accueillir une doctorante ou un doctorant. Nous, c'était une doctorante qui s'appelait Camille Henrion, qui s'appelle Camille Henrion et donc qui était salariée dans la structure, supervisée par un chercheur qui s'appelle Didier Chabot en sciences de gestion à Paris Sorbonne. Et elle a vraiment fait le lien aussi avec les travaux de la Banque des territoires à ce moment-là, qui s'intéressait à la question de l'entrepreneuriat de territoire. Et donc, l'objectif de la thèse, c'est de faire une analyse empirique, une revue de littérature scientifique sur la coopération, l'entrepreneuriat, le territoire. Et elle a modélisé un idéal type de projet qu'on aimerait voir émerger sur le territoire, qu'elle a appelé entrepreneuriat coopératif de territoire. Et sur la slide d'après, on voit la définition qui avait été posée à ce moment-là. C'est un processus de création d'opportunités par des acteurs socio-économiques du territoire qui s'organisent pour exploiter collectivement l'opportunité de manière hybride en vue de ancrer de la valeur économique, sociale, environnementale pour le territoire. Et donc, on voit bien que la valeur, elle est multiple dans ces projets. Et donc, à la fin de cette thèse, en 2022, on a décidé d'aller plus loin pour confronter l'idéal aux réalités de terrain. Et donc, on le voit sur la slide suivante, c'est une phase qui nous a permis d'identifier les facteurs clés de l'émergence et de structuration de l'ECT autour de 3 axes. On s'est interrogé sur comment émergent ces projets, comment on peut les faire émerger en tant que PTCE, est-ce qu'on est doté pour ça? Est-ce que nos dispositifs d'accompagnement sont adaptés? Et également, est-ce que les dispositifs de financement sont adaptés également? Et je crois qu'on a un peu de détails sur la slide d'après à ce propos. Et parmi les différentes questions qu'on s'est posées, voilà, est-ce que cet idéal existe déjà ou est-ce que on peut faire quelque chose pour l'accompagner? Et donc en 2022, on a commencé à structurer un programme qui s'est étalé de 2023 à 2025, un programme de recherche-action également, avec le laboratoire Ruralité de Poitiers, avec la chercheuse Marie Ferru, donc une géographe. Et on a été soutenu pour le faire par l'ADEME et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations. On était également en partenariat avec Helix, plutôt sur la dimension accompagnement de notre équipe sur la dimension recherche, et on avait impliqué aussi la région. Globalement, on n'a pas du tout fait ce programme tout seul, mais je vais rentrer encore plus dans le détail. Donc, comment on a fait ça? On a posé des hypothèses de recherche à partir des différents verrous que j'ai brièvement exposés juste avant, donc des verrous scientifiques et opérationnels. On a précisé des questions de recherche, identifié des cadres et des terrains qu'on est allé analyser via une base de données. On avait 45 projets qu'on a étudiés de manière quantitative.
On a ensuite complété par des entretiens semi-directifs avec des porteurs de projets, des parties prenantes, des accompagnateurs. Et on a complété ça également par une analyse qualitative et des expérimentations sur le temps long. Donc certaines ont duré plus de 2 ans, avec comment on accompagne des processus coopératifs concrètement sur les terrains. Pour donner des exemples, on avait un dispositif qui s'appelle Startup de territoire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler par ailleurs. Et donc les projets qui ont émergé dans ce cadre-là ont été étudiés. Le fonds d'impulsion jurassien que j'ai évoqué précédemment. On a étudié également un plan alimentaire territorial, les PAT, une filière bois, un projet de panier bio en direction de femmes enceintes, un projet de lieu. Donc voilà, on a étudié quand même pas mal de projets de manière qualitative. Au total, on était sur une petite dizaine. Et on a également eu des ateliers participatifs avec des focus group, de la mise en récit et des immersions terrain entre chercheurs et étudiants. Et je vais juste demander à Armel peut-être le temps qu'il me reste pour savoir sur quoi je développe encore là pour la suite. Il vous reste 10 bonnes minutes. Ah, mais c'est génial. Bon, je peux m'attarder sur les principaux apprentissages qu'on retient. Donc, sur la slide suivante, Charles Benoît, on a une évolution de la définition. C'est pas tout à fait la même, mais je vais pas la relire, je vous laisse en prendre connaissance. On a pu éclaircir ce qu'est la définition de l'ECT grâce aux différents comités, notamment au comité scientifique qui réunissait une quinzaine de chercheurs dans des sciences diverses et des disciplines variées avec sciences de gestion, géographie, urbanisme. Et voilà, on en a pas mal, mais je ne vais pas toutes les citer, ce qui apportait un vrai regard complémentaire sur le terrain. Et parmi les autres terrains, on a pu également affiner les trois piliers, le portage collectif, qui est vraiment à la base de cette typologie d'entrepreneuriat. C'est vraiment l'implication d'une diversité d'acteurs qui sont différents par leur statut, leur fonction, leur intérêt. Et le projet, il est vraiment coporté par les parties prenantes qui apportent des contributions réelles et explicites et se retrouvent co-responsables du projet et de la vie du collectif. Donc, c'est un ingrédient assez structurant et qui peut dénoter avec la notion d'entrepreneuriat classique qu'on peut avoir en tête. C'est pas le génie seul qui a une bonne idée. Bah, là, en fait, c'est vraiment, ça part du territoire et c'est porté par le territoire. Et donc, on est dans le partage du leadership. C'est aussi cette notion-là qu'on a explorée. Au niveau de l'ancrage territorial, un des deuxièmes piliers, les projets de société donc se distinguent par le fait de concentrer leur développement et la création de valeur à des échelles qui sont différentes d'autres. C'est des échelles assez micro-locales et la valeur ne va pas partir ailleurs. On va être à l'échelle de quartier, de village, d'une com-com. Mais du coup, on voit bien que l'équilibre financier, il est tout aussi complexe puisque la valeur créée, elle est vraiment très spécifique. Et donc, là aussi, on retrouve la double logique, c'est par le territoire et pour le territoire sur lequel ça se développe. Et donc, c'est une typologie d'entrepreneuriat qui ne peut pas exister sans un ancrage territorial fort. Et au niveau du modèle économique hybride, ça se distingue vraiment des modèles économiques classiques dans la mesure où ça combine plusieurs sources de financement pour pouvoir exister, associant subventions publiques, apports privés, revenus d'activité. Et en fait, la base de données nous a notamment montré que l'absence de financement public, c'est un facteur majeur d'échec et la diversité de ressources, c'est un levier de résilience. 80% des projets en cours ont bénéficié de financements multiples, que ce soit de la subvention, donc du prêt, du revenu d'activité et différents fonds tels que le fonds que j'évoquais tout à l'heure. Et en autre point assez important sur le modèle économique, puisqu'on pense souvent à l'argent qui rentre, c'est-à-dire les sources de financement, mais c'est pas que ça, c'est également les aspects non monétaires. C'est la question des échanges, du bénévolat, du mécénat de compétences, de la réciprocité. Et c'est cette hybridation-là qui stabilise les projets dans le temps et qui permet leur adaptation aux réalités territoriales et encourage les engagements multiples et croisés au bénéfice du territoire. Et cet aspect-là, il fait un peu du lien avec ce qui était abordé précédemment sur la question d'être en capacité de construire dans la diversité des modèles et des réalités territoriales qui sont toujours très spécifiques. Et donc là, on voit bien que c'est des projets où le modèle économique devient un outil au service du projet territorial et non l'inverse. Et au regard de tous ces apprentissages et de nos liens avec les universités,
c'est un programme qui nous a vraiment permis d'être en lien avec des acteurs et de mettre en lien notre territoire avec des acteurs issus du monde universitaire, puisqu'on est un territoire rural où on n'a pas forcément ces ressources-là en local. Et on a eu la chance, dans ce cadre-là, de travailler avec des chercheurs, des étudiants pendant le programme. Et on a eu une occasion dans le programme de pouvoir bénéficier d'une ressource étudiante, c'est-à-dire d'une quinzaine d'étudiants qui étaient mobilisables pendant 6 mois sur une thématique du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit, bon, bah, au lieu de les faire travailler sur exactement une thématique qu'on a dans les tiroirs à Cluster Jura, mais qui serait peut-être pas au service du territoire à 100%, on s'est dit qu'on allait interroger les acteurs de notre territoire, c'est-à-dire les membres du pôle territorial de coopération économique, pour savoir quelles thématiques ils avaient envie que les étudiants investissent et se saisissent pendant les 6 mois. Et c'est là que je reboucle, notamment avec l'enjeu d'aujourd'hui. Ils ont choisi de faire bosser les jeunes sur l'enjeu de la jeunesse. Voilà, ça c'était assez intéressant. Et donc, c'est un sujet sur lequel on ne serait jamais allé autrement. Le constat est le même un peu que sur les autres territoires, hein. C'est un peu les jeunes s'en vont faire leurs études et ne reviennent pas, ou bien plus tard quand ils s'installent quand ils ont des enfants, voire à la retraite. Et sur la slide suivante, on verra aussi l'intitulé de l'étude. C'est un peu l'intitulé final. C'est pas là-dessus qu'ils sont partis au départ, mais Revenir un jour, c'est le nom du livrable de ces étudiants. Et donc, ces jeunes étudiants de l'Université de Grenoble ont été missionnés pour connaître et comprendre les représentations et intentions des lycéens étudiants issus du territoire en termes de trajectoire et d'identifier comment l'entrepreneuriat coopératif territorial, notamment, peut être source d'attractivité pour ce public, en étudiant comment ça peut être en lien avec les processus de Cluster Jura, comment on peut faire du lien avec le récit territorial pour attirer les jeunes, et du coup, quelle place Cluster Jura peut avoir là-dedans, est-ce qu'il y a une place à prendre à cet endroit-là? Et sur le troisième point, c'est ils avaient l'occasion donc de nous proposer des actions, de nous faire des préconisations en termes d'actions et de dispositifs à mettre en œuvre pour répondre à ces différents éléments dans une perspective donc de développement territorial qui implique ces jeunes dans les enjeux de transition. Au niveau du cadre, c'était des jeunes, le cadre, donc c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs définitions de la jeunesse, mais eux, ils se sont attelés à la question des 16 à 30 ans pour être sur les lycéens jusqu'aux jeunes actifs. Et en termes de méthodo, ils étaient donc sur de la lecture de documents, ils ont fait des questionnaires, ils ont réussi à avoir plus de 200 réponses, donc de jeunes du territoire et de jeunes qui sont partis pour faire leurs études ailleurs. Et donc, on a réussi à avoir des liens avec les universités pour pouvoir leur envoyer le questionnaire. Il y a eu des entretiens qualitatifs, des stands dans les lycées, des ateliers avec les lycéens. Ils ont même inventé une brigade volante pour se balader dans les rues et interpeller tous les jeunes qui croisaient pour comprendre leur perception. Et ils ont complété ça avec des entretiens avec les acteurs économiques et publics locaux pour comprendre les difficultés qu'ils rencontraient et voir en fait comment ils déployaient des stratégies pour aller à la rencontre des jeunes. Et la restitution territoriale des jeunes de Grenoble a permis aussi d'être à la rencontre de tous ces publics en même temps et de les faire dialoguer sur les résultats. Et sur la slide suivante, on va pouvoir aussi vous partager assez brièvement les principaux résultats de cette étude. Premièrement, c'est qu'il y a il y a 3 catégories de profils qui sont ressortis avec les ruraux historiques, les urbains historiques et les néo-jurassiens. Et en fait, dans ces 3 catégories-là, il y a une surreprésentation de ceux qui sont prêts à revenir dans les ruraux historiques. Euh, voilà, je ne commande pas les résultats, je vous les livre. Ce qui est intéressant sur la figure juste à côté, c'est que le retour des lycéens et des étudiants sur le territoire, il y a une bascule, une inversion carrément, entre les lycéens qui sont quasiment 80% à dire je suis sûr de ne pas revenir ici, alors que quand on interroge les étudiants, c'est-à-dire quelques années plus tard, on a une bascule on est à quasiment 70 qui disent je pense y revenir à plus ou moins long terme. Donc on voit que le jamais devient pourquoi pas.
Et donc, c'est intéressant de garder ce lien avec ces étudiants, et avec ces jeunes sur le territoire, et donc d'imaginer comment le faire. C'est une des vraies préconisations qui a pu être faite par les étudiants grenoblois. Et notamment, il a été identifié qu'il n'est pas pertinent d'essayer de retenir les